toutes et à tous. Bienvenue à cette cérémonie de clôture de la deuxième édition du concours national d'esprit critique. Je suis Charles-Henri Lamonde, président de la Fondation Voltaire. Par ce concours de revue de presse destiné aux lycéens, aux apprentis, aux étudiants et aux membres d'associations d'éducation populaire, la Fondation Voltaire promeut l'éducation aux médias, célèbre l'esprit critique. Et pour cette cérémonie qui va récompenser les lauréats 2024, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Valérian Pep, cofondateur de Be My Media, membre du groupe Voltaire. Merci Charlie, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci tout d'abord à vous toutes et tous, étudiantes, étudiants, lycéens, lycéennes, qui avez participé à cette seconde édition du concours national d'esprit critique. Vous avez été plusieurs milliers à participer, près de 4700 revues de presse produites en solo ou en équipe. Nous sont parvenus et notre jury, composé de 4 journalistes qui sont ici présents et que je vais vous introduire et qu'on tient, pour commencer, à remercier vraiment chaleureusement, sincèrement, ont eu fort à faire pour départager vos différentes productions. Nous sommes avec Bertrand Angelbal Oliveira. Vous êtes journaliste spécialisé dans le data-journalisme et la vulgarisation de l'information. Vous êtes aussi directeur adjoint de l'association Entre les lignes, une association qui rassemble plus de 200 journalistes pour animer des ateliers d'éducation aux médias en France et à l'étranger. Et vous allez annoncer pour ce concours le lauréat du prix post-bac. Nous sommes ensuite avec Thomas Huchon. Vous êtes journaliste, auteur notamment de l'ouvrage Anti-Fake News, que je recommande personnellement, j'en profite. Vous êtes spécialiste, entre autres, des sujets du numérique, du complotisme, de la désinformation. Et vous allez annoncer le lauréat de la catégorie IUT. Nous sommes ensuite, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Elsa Vidal. Vous êtes journaliste, vous êtes humanitaire, essayiste, spécialiste de l'espace post-soviétique et rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI, Radio France Internationale, qui est une station de radio publique française, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui a une diffusion internationale, et vous allez annoncer le lauréat de la catégorie lycée. Et enfin, pour finir, nous avons l'immense plaisir également d'avoir à nos côtés Raphaël Rérol. Vous êtes journaliste au Monde, vous avez notamment travaillé au service Société, au Monde des Livres. Vous êtes aujourd'hui grand reporter au Monde, et par ailleurs, on a le plaisir de vous compter dans le comité de mission de Be My Media depuis maintenant 2 ans. Et vous allez annoncer le coup de cœur du jury. Sans plus attendre, je vais laisser vous laisser la parole, la parole à Charlie pour que vous puissiez nous partager, nous faire découvrir votre sélection et vos regards sur les différentes revues de presse produites dans le cadre de cette seconde édition du concours national d'esprit critique. Merci beaucoup, cher jury. Chères candidates, chers candidats, nous espérons que ce concours de revue de presse vous a appris à explorer la diversité des perspectives, à analyser différentes sources, à vérifier, à comparer les informations. En tout cas, c'est toute l'ambition de ce concours national d'esprit critique qui est proposé par la Fondation Voltaire avec Be My Media. Un grand merci aux enseignants et aux éducateurs qui vous ont accompagnés et qui vous encouragent à exercer sans relâche votre esprit critique. Cette édition 2024 vous proposait, chers participants, un défi sur le thème de la démocratie et plus spécifiquement sur l'objectif de développement durable numéro 16 de l'ONU, promouvoir l'avènement de sociétés inclusives et pacifiques aux fins du développement durable. Qui va remporter la victoire cette année? 4 catégories seront donc récompensées aujourd'hui par notre jury. Je le rappelle, le prix lycée pour les secondes, les premières, les terminales et tous les apprentis. Le prix IUT, le prix post-bac pour les étudiants en BTS, licence, master, bachelor, programme grandes écoles hors IUT, vous l'avez compris. Et enfin, le prix coup de cœur du jury, prix toute catégorie, qui récompense la revue de presse qui va se distinguer par des qualités de traitement et une originalité supérieure. Chaque lauréat recevra un chèque cadeau d'une valeur de 100 € chez leslibraires.fr, le portail numérique de la librairie indépendante française, un pack famille privilège du projet Voltaire pour progresser en français, en expression, en orthographe avec vos proches, et un ouvrage sélectionné et offert par le partenaire EMLS, la librairie scolaire EMLS, d'une valeur de 100 €. Valérian, est-ce que tu peux nous rappeler sur quels critères les revues de presse de nos candidats et candidates ont été évaluées? Absolument, nous avons apprécié la qualité de vos revues de presse à travers l'évaluation de 3 éléments. Le premier élément, c'était la justesse
l'originalité et l'intérêt de l'angle que vous avez retenu pour traiter de ce sujet de l'ODD numéro 16. Second élément d'évaluation, la pertinence de la sélection des articles et de la pluralité des sources d'informations que vous avez su mobiliser dans votre revue de presse. Et troisième élément qui a fondé cette évaluation, votre mise en perspective, la justification à la fois de la sélection des articles et de l'angle que vous avez retenu à travers votre revue de presse. Voilà, donc sans plus attendre, je crois qu'il est temps de passer à l'annonce du premier prix, le prix Post-Bac. Alors, cher Bertrand Jalbert Oliveira, vous nous faites le plaisir d'annoncer le prix de cette catégorie post-bac, hors IUT, je le rappelle. Avant de proclamer le lauréat ou la lauréate 2024 pour cette catégorie, je voudrais vous poser 2 questions pour éclairer nos spectateurs aujourd'hui. La première, nous n'avons jamais eu autant de sources d'informations à notre disposition. Il n'a jamais été aussi difficile de savoir à quelle source accorder sa confiance. Alors, question très simple, comment peut-on aujourd'hui vérifier une source d'information, Bertrand Jalbal? C'est une très bonne question. Déjà, en prenant le temps, en fait, tout simplement. Et en arpentant un peu tous les contenus et toutes les plateformes sur lesquelles on peut se circuler aujourd'hui, en fonctionnant un peu comme un journaliste, en essayant de recouper des sources. Moi, je fais de l'éducation aux médias. Valérian le sait. Je pense que la question principale qu'on essaye de faire se poser au public auprès desquels on intervient, c'est qui me parle et quelle est ma source. Donc du coup, c'est interroger cette source, c'est prendre le temps, c'est pas croire forcément tout ce qui peut être diffusé, surtout si on ne connaît pas cette source. Et si on doute, c'est voilà, recouper, faire un petit peu un travail d'enquête, essayer de remonter éventuellement jusqu'à des publications ou des sources d'origine, et regarder si d'autres personnes parlent éventuellement de la même information que la source sur laquelle on a un petit peu de doute. Voilà, c'est faire ce travail, mais si je devais le résumer, je le redis, c'est vraiment prendre le temps. Voilà, on est beaucoup tous autant connus aujourd'hui sur des réseaux sociaux, notamment, où le temps on le prend pas forcément, où le fonctionnement encourage aussi la rapidité. Donc le premier conseil, le plus simple et le plus basique, ce serait de prendre le temps et de s'interroger sur qui me parle. Merci beaucoup, cher Bertrand. Donc, le temps, allié indispensable de l'esprit critique. Pour autant, vous disiez plusieurs sources d'informations qui ont un même niveau de fiabilité vont exprimer un sujet d'actualité de différentes manières. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une ligne éditoriale et en quoi la connaître nous est utile, nous est indispensable? Ouais, c'est quelque chose d'assez essentiel aujourd'hui et qui, j'ai l'impression, est un peu perdu de vue. Une ligne éditoriale, ça va être une hiérarchisation et un traitement de l'information qui est proposé par le média ou le journaliste, s'il travaille seul de son côté. Et c'est quelque chose qui va être propre à chaque média. Où plusieurs médias peuvent partager la même ligne éditoriale. Et c'est quelque chose que je trouve qui est aujourd'hui un petit peu oublié, c'est-à-dire que quand on est lecteur, auditeur, téléspectateur, il ne faut pas oublier que ce qu'on voit, ce qui est produit en tout cas par des journalistes, hein, je parle de contenu journalistique, c'est le résultat de choix. Ce sont des choix qui ont été faits par des journalistes et par une rédaction, donc l'équipe de journalistes qui ont décidé aujourd'hui ou à tel moment de traiter telle information et de pas forcément traiter une autre, de traiter cette information avec un angle particulier, en l'attaquant de façon particulière, en choisissant un aspect de l'information, sans forcément la traiter de façon exhaustive. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup j'allais dire, un petit peu dans la défiance ou dans les rancœurs que peuvent avoir certaines personnes envers les journalistes qui nous disent: mais en fait, moi, je voudrais quelque chose de brut, je voudrais tout avoir, je voudrais qu'on puisse me dire tout, et pourquoi vous m'avez caché ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Avec peut-être pour certains derrière une idée un peu complotiste. Les journalistes, si vous travaillez dans un journal ou vous faites ou dans une télé ou ailleurs, vous pouvez pas parler de tout, vous n'avez pas le temps de parler de tout tous les jours ou tout le temps. Donc du coup, forcément, on fait des choix. Donc il faut pas oublier que voilà, une ligne éditoriale, c'est un choix et c'est aussi j'allais dire un regard ou une vision du monde, même si c'est un peu pompeux peut-être de le lire comme ça, que propose un média et que propose un journaliste. Voilà.
Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi la construction de sa propre opinion, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est imposé, c'est un choix et donc c'est quelque chose qui est proposé au contraire. D'accord, merci cher Bertrand. Donc, investir dans la pluralité des sources et puis, pour construire son opinion, bien décrypter les lignes éditoriales de chacun des médias. Merci beaucoup. Il est temps de proclamer le gagnant ou la gagnante 2024 de la catégorie post-bac. Et donc, cher Bertrand, je vous laisse l'annoncer. Vous l'avez sous les yeux. Oui, alors pour cette catégorie post-bac, j'ai choisi de récompenser la revue de presse qui s'appelle Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable par Marilyn Biloa-Philippe de My Digital School à Lyon. Pour plusieurs raisons. Déjà on en parlait précédemment, pour la qualité des sources, la fiabilité des sources. Tout ce qui a été proposé provient de sources intéressantes et fiables. Surtout, il y a aussi un mélange que j'ai trouvé plutôt agréable entre des sources qui sont plutôt généralistes et des choses qui sont plutôt plus professionnelles ou plus spécifiques. Marilyn a choisi de traiter notamment le sujet de l'inclusion, qui est abordé dans cette revue de presse de façon assez large et de façon plutôt intéressante, avec là aussi une variété dans les sources entre des sources qui apportent des éléments factuels, et c'est évidemment très important, et moi qui fais de l'éducation média, je ne vais pas vous dire le contraire, mais aussi à travers certaines sources, notamment quelque chose qui relève plus de l'opinion, mais ce qui est intéressant, c'est que à travers le média qui a été choisi, il y a une bonne différence entre les deux. J'allais dire la frontière entre faits, information et opinion est clairement marquée dans cette source-là, ce qui est important aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être un petit peu, des fois un petit peu dilué. Et dernière chose, il y a aussi différents niveaux d'analyse dans les sources qui ont été choisies. Il y a des sources qui abordent ce sujet-là de façon un petit peu globale et générale, et il y a d'autres sources qui permettent donc un niveau macro, on va dire, et des choses qui permettent de revenir à un niveau un peu plus micro, un peu plus local, et donc qui permettent d'aborder le sujet de façon pertinente et intéressante. Merci, bravo à Marilyn Biloa-Philippe, étudiante à My Digital School à Lyon. Merci pour cette analyse qui permet aussi à tous les candidats de bénéficier de votre regard, des critères d'évaluation qui vous ont conduit à ce choix. Et donc, nous découvrons dans un instant la réaction de Marilyn qui a été tournée presque dans les conditions du direct il y a quelques heures. Et bravo Marilyn, on découvre ça. Choquée, contente, fière. J'ai essayé à ma façon de comprendre le thème. Ensuite, j'ai essayé de me mettre à la place de ceux pour qui ce thème a été fait, genre la jeunesse, les personnes handicapées et tout. Et j'ai juste cherché à faire au mieux pour pouvoir insérer ça dans ma revue de presse. Ça nous permet d'acquérir des informations, mais aussi de les critiquer afin de prendre ce qui, pour nous, est le plus sensé, si je peux dire ainsi. Bravo, chère Marilyn Biloa-Philippe, étudiante à My Digital School Lyon. Vous remportez le prix de la catégorie post-bac. Merci, cher Bertrand Engelbal Oliveira.
pour cette catégorie. Merci de nous avoir accompagnés et d'avoir fait partie du jury 2024. Nous allons passer à la catégorie numéro 2, la catégorie des IUT, le prix IUT. Et je crois que c'est Thomas Huchon qui va proclamer les résultats. Et pour cette catégorie IUT, comme je l'avais introduit au début de cette cérémonie, en effet, on a le grand plaisir de proposer à Thomas Huchon de faire l'annonce du lauréat de ce prix. Mais avant toute chose, comme on vient de le faire pour Bertrand, je vais vous poser deux questions. Une première, on a parlé finalement, peut-être un peu plus classiquement en matière d'éducation aux médias, déjà de sources d'information, de lignes éditoriales. J'aimerais vous emmener sur un sujet, un terrain un petit peu différent, celui des ingérences étrangères, qui là aussi, de plus en plus, en tout cas, on peut en avoir le sentiment aujourd'hui dans l'actualité, viennent affecter nos pratiques de l'information. Donc, qu'est-ce que l'ingérence étrangère finalement et comment affecte-t-elle aujourd'hui notre information au quotidien? Grosso modo, les phénomènes d'ingérence étrangère, c'est quand un pays ou les services de renseignement d'un pays essayent d'influer sur une élection dans un autre pays. Donc, on va faire un cas très pratique, on va faire un truc totalement imaginaire. On va imaginer la Russie, qui voudrait, par exemple, s'attaquer à des élections dans un autre pays, la Roumanie. Tout cela n'a aucun lien avec une situation récente, bien entendu. Eh bien, comment va faire ce pays qui veut s'attaquer à l'intégrité du processus électoral chez son voisin? Eh bien, on a vu une évolution des techniques. Il y a une petite dizaine d'années, donc en 2015, 2016, 2017, le sport favori, c'était de créer des narratifs de toutes pièces. Donc, on crée des faux articles, des fausses pages sur les réseaux sociaux, on crée des choses de toutes pièces afin d'essayer de pousser un sujet dans la conversation politique dans ce pays au moment des élections, et en poussant ce sujet, qui souvent épousait un peu plus les thèses d'un candidat que de l'autre, eh bien de créer une information et de créer sur cette information un débat dans lequel ce candidat aurait des réponses et pas son adversaire. C'était une manière d'influencer le processus électoral en créant des mensonges et en les poussant dans le débat politique dans ce pays. On voit que depuis 2-3 ans, la technique a un peu évolué. Parce qu'en réalité, c'est très difficile de créer de toutes pièces des narratifs. Je pense que Elsa ne me contredira pas, elle qui a une bien plus grande expérience que moi de tous ces phénomènes. Mais encore une fois, c'était totalement hypothétique l'histoire de la Russie. Peut-être qu'ils font... Non, on ne sait pas. Non, donc très sérieusement, les Russes ont beaucoup évolué dans leur manière d'essayer de faire cette ingérence électorale. Et depuis 2-3 ans, on voit que plutôt que de créer de toutes pièces un narratif, ils vont observer la discussion politique dans le pays. Ils vont l'observer et ils vont choisir des vrais points de clivage de la société, mais des points de clivage souvent assez mineurs ou périphériques. Et ils vont venir avec tout un tas de systèmes numériques et humains, donc des armées de trolls, des programmes informatiques qui génèrent des messages automatiquement. Eh bien, ils vont venir parler de ce sujet et donner l'illusion à tout le monde que ce sujet est le sujet majoritairement débattu dans le pays. Et il va y avoir un deuxième effet qui se coule, si vous me permettez cette comparaison, c'est que sur ce sujet sur lequel ils font grossir le buzz, eh bien, ils vont aussi donner l'illusion que seules les positions les plus extrêmes peuvent exister. Donc là, ils profitent de la logique intrinsèque aux réseaux sociaux qui donne une prime à la polarisation des idées. Donc, en gros, ils ont très bien compris comment fonctionne la machine. Et ils vont s'en servir afin de perturber tout un tas de processus électoraux pour quand même filer la métaphore jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière en Roumanie. Et c'est ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi en Roumanie, dans lequel les agences de renseignement russes ont poussé un candidat en se servant de la plateforme TikTok, sur lequel ils ont créé, soutenu, reliké, repartagé, recommandé tout un tas de contenus et fait de quelqu'un dont on n'avait quasiment pas entendu parler il y a 1 mois et demi, eh bien le vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle, à tel point que les institutions roumaines ont décidé d'arrêter le processus électoral à cause de cette influence étrangère. Donc on est quand même dans une situation qui est un peu paradoxale, où même
l'intégrité de l'information n'est plus assurée, on en a déjà discuté, on sait qu'il y a du mensonge, mais là maintenant c'est une étape supplémentaire, le processus électoral est remis en question de manière tellement forte que les institutions sont obligées d'agir et d'arrêter les élections, d'outils qui prétendent défendre la liberté d'expression sur Internet, qui passent à faire interdire des résultats électoraux. Je pense qu'on est là comme dans une forme de quadrature du cercle un peu inquiétante. Merci beaucoup pour cette réponse qui éclaire, je pense, très directement le lien entre enjeux informationnels et enjeux démocratiques, in fine, qui sont évidemment l'ambition majeure de tout le travail qu'on essaye de mener à travers notamment ce concours national d'esprit critique. Seconde question très courte, qui pourra appeler une réponse tout aussi courte. Un autre sujet. Vous avez commencé évidemment à introduire les enjeux du numérique. Aujourd'hui, dans nos quotidiens, on a l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative, qui a pris une place des plus importantes. Si vous deviez donner un seul et unique conseil à nos participants au concours pour bien utiliser, si cela est possible, l'IA générative dans leur pratique de l'information, quel serait-il? Je crois qu'il faut surtout comprendre quelque chose, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. En fait, c'est une erreur de traduction. Artificial intelligence, ça ne peut pas se traduire par intelligence artificielle. C'est du renseignement. C'est une machine qui peut vous renseigner. C'est pas une intelligence. Donc arrêtez de demander à cette machine d'être intelligente à votre place. Soyez-vous intelligent. Si vous êtes intelligent, vous serez capable de lui donner les bonnes consignes à cette machine qui est bête comme chou, mais qui obéira très précisément aux consignes que vous lui donnerez si ces consignes sont intelligentes. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va remplacer notre cerveau. Non, au contraire, c'est quelque chose qui va probablement nous permettre d'utiliser beaucoup mieux notre cerveau, mais encore faut-il avoir envie de l'utiliser. Je sais bien qu'ici, il y a une vraie ambition à utiliser son esprit critique et donc à utiliser son cerveau. Mais voilà, je crois que l'espèce de peur qu'on a face à l'IA, elle est un peu incapacitante. Elle nous empêche un peu de penser ce problème-là et de réfléchir à ce problème-là. Ah, je crois que... Mais non, arrête de croire. Pense, prends des arguments et réfléchis. Hein. Et je crois que là, on est vraiment dans un moment où ça pose un énorme risque. Hein. Mais le vrai risque que nous posent les IA, c'est pas l'IA, c'est le fait qu'on n'a pas régulé le marché de l'information. Message reçu 5 sur 5, Thomas Huchon. Merci. Et bien voilà, sans plus tarder, je vais vous proposer d'annoncer le lauréat ou la lauréate. Alors, qui c'est qui l'a gagné? Écoutez, moi déjà, je voudrais juste dire un truc pour tous ceux qui ont travaillé. J'ai eu beaucoup de mal à choisir le vainqueur parce que la qualité des productions était telle que c'était bien difficile d'arriver à vraiment choisir. Donc déjà, en préambule, féliciter tous les 5 dossiers auxquels moi j'ai eu accès. Vraiment, je félicite tous les participants, en tout cas tous ceux qui ont rendu cette présélection parce que c'était un travail vraiment remarquable. J'ai essayé moi de choisir malgré tout et donc on choisit sur des petits détails, mais encore une fois, tout le monde méritait d'être dans le final. Et donc moi j'ai fait un truc un peu celui que j'ai préféré et que j'ai trouvé qui respectait à la fois la justesse, la pertinence et la mise en perspective. C'était celui qui parlait de la COP29, hein, donc pour une gouvernance climatique, c'était donc le dossier B, pour reprendre la classification sémantique utilisée par le jury. Et donc, effectivement, pour moi, c'est ce dossier-là qui a gagné. Ce n'est pas le prénom ni le nom de la personne. Donc, je vais laisser Valérian la citer. Mais en tout cas, félicitations à celui ou celle qui a fait ce dossier sur la COP29 pour une gouvernance climatique. Oui, donc le dossier, effectivement, il s'agit de la revue de presse de Penda Dieng, étudiante en GEA à l'IUT de Créteil-Vitry. Bravo. Je suis très surprise. Ça me fait très plaisir, honnêtement. Le réchauffement climatique, c'est un débat qui pèse de plus en plus dans le champ politique, notamment à l'international. Donc, j'ai vu que le réchauffement climatique, c'est ce qui pouvait rentrer dans le thème du concours de cette année.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une revue de presse dessus. Il faut savoir réfléchir par soi-même. Il faut savoir se faire sa propre idée sur les choses. Bien, merci beaucoup Thomas Huchon pour ces éléments de réponse, pour évidemment l'annonce et l'explicitation du choix du lauréat du prix UT 2024, Pendia Dieng, je le rappelle. Et je te relaisse la main, Charlie, pour le prix suivant. Merci beaucoup, cher Thomas. Merci, Valérian. Nous allons passer à la catégorie des lycées et des apprentis. Avec vous, chère Elsa Vidal. C'est vous qui allez annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante 2024 pour la catégorie lycée dans un instant. Juste avant cela, j'aimerais aussi beaucoup vous inviter à partager avec nos candidats, nos spectateurs, votre regard sur deux questions qui sont également essentielles. La première, c'est que Thomas le rappelait il y a un instant, le métier de journaliste, Bertrand également, le métier de journaliste fait face à une contestation croissante en France et dans le monde. Quelles sont les questions que nous devons nous poser avant de choisir nos sources d'information, Elsa? J'ai une vision assez typique, maximaliste, journalistique de ce que nous devons faire pour choisir des sources, nous les journalistes, et après on peut peut-être parler de qu'est-ce que pour un lecteur est une bonne source fiable, en fait. La fiabilité des sources pour un journaliste, c'est d'abord la culture du journaliste, de la thématique qu'il doit traiter. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain, c'est une culture de travail, des habitudes de vérification et des habitudes de classification, de priorisation de ce qu'est une source pertinente sur un sujet. Et donc, c'était un travail professionnel qui consiste à identifier les sources pertinentes, à connaître les acteurs pertinents pour une question dans le temps, mais aussi dans la variété des sources qui s'offrent à nous, que ce soit des témoins directs d'un événement ou les observateurs de longue durée, ou les anciennes personnes qui ont dirigé les affaires et géré la politique qui est pertinente pour la question posée. Il y a des sources institutionnelles, il y a des sources académiques. C'est un travail, c'est une culture de travail qui s'acquiert par la pratique, et c'est pour ça que le travail de journalisme ne peut pas être comparé au simple débat d'opinion, et qu'il n'y a pas, il y a une véritable différence entre des sources et le fait d'avoir un avis. Quand les journalistes apportent une analyse et rapportent les propos tenus par des sources, ils ne font pas toujours travail de diffusion d'un avis, ils apportent une information. Il y a bien sûr un point de vue éditorial qui a été évoqué par mes confrères avant moi. La ligne éditoriale d'un média est un élément de décryptage, mais la source, c'est le journaliste qui sait l'apprécier et l'apprécier dans son contexte. Alors, d'accord, et en tant que simple citoyen, qui ne sommes pas des professionnels de l'information, quelles questions, nous, on doit se poser pour choisir nos sources d'information et justement reconnaître toute la valeur de ce métier de journaliste? Eh bien moi, je pense que les sources d'information, elles ne se trouvent pas pour la plupart du temps sur les réseaux sociaux, sauf si vous tombez sur le compte officiel d'un média officiel sur un réseau social ou le compte d'un journaliste, d'un média que vous connaissez. Les vérifications qui, je pense, s'imposent est de voir quelle est l'identité des journalistes. En général, les journalistes et les médias n'utilisent pas de pseudo. Ils existent sur la toile sous leur nom véritable. Ils assument leur position et ils font le distinguo, si vous utilisez les réseaux sociaux, entre leur point de vue personnel et leurs analyses journalistiques, leur production journalistique. Parfois, les deux concordent, mais dans ce cas-là, le journaliste, généralement, le souligne.
Il y a donc en réalité assez peu de véritables sources médiatiques. Ce sont des médias qui sont présents dans le champ depuis assez longtemps. Parfois, il y a bien sûr de nouveaux venus. Ces nouveaux venus vont gagner en légitimité par les méthodes qu'ils emploient, par le fait que la profession en général les considère exactement comme des journalistes. Et même si maintenant il peut sembler y avoir une profusion d'offres informationnelles sur l'Internet, en réalité cette offre a assez peu varié et il est beaucoup plus raisonnable et sûr pour s'informer de s'appuyer sur quelques sources d'informations, quelques médias. Vous n'avez pas en réalité besoin de recourir au fil d'agence si vous n'êtes pas un journaliste vous-même. Donc, pour un citoyen et pour un lycéen, lire quelques médias de référence sur les dossiers qui vous intéressent le plus et travailler sa culture générale de manière à pouvoir construire un contexte qui vous permette d'assimiler les informations qui vous sont transmises, c'est certainement la chose la plus simple et la plus importante à faire. Eh bien, c'est tout à fait le parti pris pédagogique de ce concours et de l'application Be My Media. Merci beaucoup, Elsa, pour ce regard. Justement, nos lycéens, nos lycéennes, nos étudiants qui ont participé à ce concours de revue de presse, c'est un travail qui va les aider justement à avoir ce réflexe du choix de médias de référence, de la pluralité des sources, d'un regard complet sur un fait. En quelques mots, Elsa Vidal, qu'est-ce que c'est une bonne revue de presse? Une bonne revue de presse, pour moi, c'est une revue de presse qui permet d'incorporer des sources locales, des sources nationales, des sources internationales pour éclairer une question dans ces différentes focales, dans ces différentes perspectives, en s'appuyant sur le travail d'une multitude de médias, tout en ayant une petite voix, la voix de l'auteur, qui vient tisser entre elles toutes ces différentes narrations en lui donnant le point de vue très légèrement présent, c'est véritablement un travail d'orfèvre de celui ou de celle qui rédige. C'est d'abord la capacité à rassembler des éléments disparates pour former une conversation sur un sujet. Vous n'êtes pas très visible quand vous faites cela. C'est votre choix, en fait, d'arguments et de matériaux extérieurs qui va être votre signature, et puis aussi la qualité de votre langue. Et dans tous les travaux que nous voyons, l'importance de la maîtrise de la langue, c'est votre première pierre. C'est la pierre sur laquelle vous allez bâtir votre futur, votre carrière journalistique si vous souhaitez vous lancer dans celle-ci. Tout d'abord, elle doit s'appuyer sur la maîtrise de la langue française qui sera ensuite votre moyen de faire entendre votre voix. Merci, chère Elsa. Ce n'est pas la Fondation Voltaire qui vous contredira. Merci pour cet éclairage. Il est désormais temps, et vous avez cet honneur d'annoncer, de proclamer le ou la gagnante 2024 de la catégorie lycée. Elsa Vidal, qui est le lauréat ou la lauréate 2024? Alors, la lauréate 2024, bien que je ne connaisse pas son nom, je sais qu'il s'agit d'une femme, et l'autrice de la revue de presse qui est consacrée à la situation des femmes en Afghanistan sous le régime taliban. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est en réalité une équipe de lauréates, puisqu'elles étaient 4 pour la constitution de cette revue de presse, du lycée Nevers à Montpellier. Il s'agit de Candice Querel, Inès Senneville, Chloé Carsenac et Héloïse Letulier, en première au lycée Nevers à Montpellier. Félicitations. Félicitations. On s'y attendait pas du tout. On pensait pas pouvoir gagner. Enfin, notre but c'était vraiment de prendre un sujet qui nous tenait beaucoup on va dire à cœur. Et vraiment, oui, ça, on est contente d'avoir gagné et on s'y attendait pas. On a pris du temps à réfléchir au sujet. Au début, on voulait rester sur les droits de la femme, mais on n'avait pas encore choisi exactement quel sujet. Et en fait, c'est en continuant à regarder tous les articles qu'on est tombé sur ça. Et en particulier l'article où une actrice américaine parle du fait que les femmes ont moins de droits qu'un écureuil en Afghanistan. Et du coup, ça nous a touché, ça nous a marqué aussi. Et vu que c'est un sujet qui est assez actuel, on s'est dit que c'était important, surtout en tant que 4 jeunes filles, de montrer la réalité de ce monde qui n'est pas le nôtre forcément. Et du coup, on a choisi ce sujet pour ça un peu. Avec tous les médias qui nous entourent, on ne sait pas forcément le vrai du faux.
Et du coup, l'esprit critique, ça nous permet, enfin, développer l'esprit critique, ça permet de vraiment analyser et de se rendre compte de ce qui est vrai, de ce qui est faux et de ce qui se passe autour de nous. Chère Elsa, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui vous a orienté dans cette décision en votre qualité de juré? Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans la qualité de cette revue de presse, c'est que j'ai trouvé une grande pluralité et une grande qualité à la fois des sources invoquées et utilisées, avec des témoins qui sont amenés pour garantir la richesse du commentaire, qui proviennent d'ONG, qui proviennent d'institutions, qui proviennent de la presse internationale, de témoins directs qui vivent en Afghanistan ou qui y ont vécu. Et puis, la qualité de la hiérarchisation de ces informations et également la qualité de la langue et de l'analyse qui nous est présentée de l'évolution de la situation des femmes en Afghanistan. Je trouvais que c'était une revue de presse équilibrée, fidèle, riche, plurielle, un très beau produit. Eh bien, merci beaucoup Elsa pour cette analyse, pour ce partage. Et puis merci aux 4 lauréates de la catégorie lycée, lauréate 2024. Bravo à toute l'équipe et puis bravo également aux enseignants, à l'enseignante, à l'enseignant qui vous a accompagné, puisqu'on sait combien votre accompagnement, votre tutorat est précieux dans ce type d'initiative pédagogique. Merci, bravo. Il est temps de passer à la dernière catégorie. Une catégorie spéciale, Valérian, puisque c'est le coup de cœur du jury pour cette édition 2024. Absolument. Merci Charlie. Encore bravo à toutes les lauréates de ces 3 premiers prix. On va désormais passer donc, pour terminer, au coup de cœur du jury qui vient, comme cela vous a été présenté, récompenser l'une des revues produites finalement dans l'une de ces 3 premières catégories que l'on vient de découvrir pour récompenser son originalité, sa justesse, sa qualité bien évidemment. Et c'est Raphaël Rérol qui va nous annoncer le ou la lauréate de ce coup de cœur du jury. Mais avant, je voudrais vous poser peut-être une seule et unique question, Raphaël, pour avoir votre regard de grand reporter au monde, d'observateur finalement aussi du monde des médias et de l'information depuis de nombreuses années sur un nouveau phénomène qui nous touche toutes et tous, qui est la question du stress que peut désormais générer parfois quotidiennement chez nombre de nos concitoyens la pratique de l'information. On l'a vu, on a parlé de désinformation, on a parlé de difficultés à savoir finalement qui croire, qui ne pas croire dans une multitude de sources dans cet océan informationnel dans lequel on évolue. Évidemment, de nombreux contenus informationnels sont plus ou moins chargés émotionnellement, etc. Tout cela, en tout cas, amène à générer chez certains d'entre nous, une forme de stress. Et voilà, c'est un des grands mots qui peut-être touche aujourd'hui notre société. Et je voulais vous interroger, avoir votre regard sur ce sujet-là. On en avait parlé il y a 2 ans, vous et moi, et je me souviens que le sujet ne me concernait pas moi. Enfin voilà, je voyais bien de quoi ça pouvait parler, ça ne me concernait pas. Il y a 2 façons en fait d'analyser ce phénomène de l'info-anxiété. C'est celle ce qu'on peut avoir à l'esprit quand on est soi-même journaliste. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais déclencher chez le lecteur? Et puis, ce qu'on peut avoir à l'esprit quand on est lecteur de presse. Voilà, c'est les 2 facettes. Dans le premier cas, je n'ai absolument pas varié dans ce que je vous disais la dernière fois. C'est-à-dire que je pense que quand on est journaliste, on a journaliste ou d'ailleurs rédacteur en chef, chargé du choix des sujets, etc. On n'a absolument un seul cap, c'est celui d'être au plus près
de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, au plus juste dans la restitution de ce qu'on couvre, en fait, et de ce dont on parle. Donc, l'art, ou alors il faut changer de métier. Si on pense que c'est trop dur à lire pour nos lecteurs, à mon avis, il faut changer de métier. Ensuite, ce qu'on peut ressentir comme lecteur, à l'époque, je ne le ressentais pas, l'info-anxiété, je crois. Et maintenant, le monde change et nous aussi, on change, je pense. Et je vois assez bien de quoi il s'agit. Et effectivement, ça m'arrive, moi, comme lectrice pourtant extrêmement assidue de presse, de me dire non, là, j'ai plus envie. C'est trop, en fait. Où qu'on regarde, finalement, on a l'impression que ça va mal. Mais si j'ose les grands mots, je pense qu'on est dans des époques très inquiétantes, très troublées, très incertaines, et que ce sont des époques qui demandent du courage. Et que faire face à cette actualité extrêmement anxiogène, c'est un courage nécessaire, puisqu'on parlait, le thème de ce concours, c'est l'esprit critique. Un esprit critique, c'est absolument impossible sans connaissance. Voilà, donc en fait, il faut prendre connaissance, il faut assumer de faire face à cette chose qui nous accable ou qui nous fait peur, je pense. Et là, je reviendrai sur les choses qui ont été dites. Je suis extrêmement raccord avec ce que dit Elsa Vidal, c'est-à-dire que là, la question, on ne peut pas tout lire. Bertrand Jalbal disait que les journalistes font des choix, mais ceux qui lisent la presse aussi doivent faire des choix. C'est très, très important. On doit choisir qui on croit. Pas qui on va croire 100%, parce qu'on va croiser mais qui, a priori, à qui on fait à peu près confiance. Et que, évidemment, l'étalon pour ça, c'est le professionnalisme. Et là, je rejoins ce que disait Elsa Vidal, c'est-à-dire croire les réseaux sociaux, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que tout arrive par ce canal-là, alors que faire confiance à des médias qu'on a identifiés, dans lesquels travaillent des gens qui sont des professionnels, qui ont été formés, qui sont plus ou moins bons, plus ou moins… Voilà, je ne sais pas que tout le monde soit compétent, parfait, etc. Mais on sait bien, soit quand on est un lecteur, quels sont les médias à qui on peut faire confiance. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce sujet qui, en effet, est pas facile, mais je pense qu'il résume bien aussi l'ambition et l'utilité de cet exercice de la revue de presse, de regarder la réalité droit dans les yeux d'un sujet, essayer d'éclairer, en effet, avec un certain nombre de méthodes, un certain nombre d'outils, en effet, qui nous viennent, là, en l'occurrence, de l'éducation aux médias de l'information. Eh bien, sans plus attendre, je vais vous proposer d'annoncer le lauréat ou la lauréate de ce coup de cœur du jury 2024. Alors, j'ai beaucoup hésité. Parce qu'effectivement, j'ai trouvé que la qualité des revues de presse était tout à fait réjouissante. Je me suis finalement, j'ai fait porter mon choix sur cette revue de presse dont le thème est violence, répression et justice, les obstacles à la paix durable. Voilà. Et j'ai fait ce choix-là parce que, a priori, le sujet me paraissait trop large. Vous savez comment, quand on est journaliste, on essaye d'angler un peu. Et moi, si un journaliste m'avait proposé ça, je leur ai dit, oulala, dis donc, c'est difficile de ne pas se perdre. Et j'ai trouvé que le ou les auteurs, autrices de cette revue de presse s'en étaient bien tirés. D'abord parce qu'ils ou elles ont choisi des sources qui me paraissent à la fois fiables et relativement variées. Il y a de l'agence, il y a du reportage, c'est-à-dire il y a à la fois du terrain et du fait. Et puis aussi parce que sur cette thématique très très large, ils ou elles ont choisi des exemples concrets et à chaque fois intéressants. Voilà. Donc, je l'ai fait ici. Eh bien, merci. Et pour dévoiler du coup l'identité de cette lauréate, encore une fois, il s'agit de Lucie Sa, également étudiante à l'IUT de Créteil-Vitry, comme pour le prix UT. Alors, je tiens à souligner d'emblée en préambule que l'ensemble des revues qui ont été communiquées au jury l'ont été de manière anonyme. On a eu plus de 150 établissements qui ont participé et que c'est évidemment fortuit qu'on ait deux lauréats de l'IUT de Créteil-Vitry, mais pas complètement non plus quand on sait, pour aller connaître un petit peu l'engagement notamment de leur équipe pédagogique sur ces sujets informationnels. Et je trouve que c'est une belle récompense aussi pour l'établissement. Donc, félicitations.
Je suis extrêmement contente parce que du coup, c'était quand même un sujet qui me tenait à cœur. Parce que on trouve qu'actuellement dans le monde, il y a beaucoup de violences, surtout actuellement en 2024, dans beaucoup de pays. Et surtout par rapport aux violences faites aux femmes aussi, qui me tient à cœur, puisque moi aussi je viens d'un pays en minorité, pays d'Afrique. Les guerres, elles créent des violences qui sont faites aux femmes, aux enfants. Et j'ai trouvé ça extrêmement horrible. Et c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur d'en parler par rapport au sujet, qui était donc de promouvoir des sociétés pacifiques, inclusives pour le développement durable. C'est devenu essentiel dans le sens où il est important qu'on puisse relayer les informations aux yeux du monde, que les gens puissent prendre conscience que les violences sont partout et qu'elles ne sont pas uniquement là où les personnes vivent. Et il faut aussi comprendre que beaucoup de pays ou de personnes de minorités subissent énormément de choses qui ne sont pas relayées aux yeux du monde. Félicitations à Lucie, c'est ça pour ce coup de cœur du jury. Félicitations Lucie, merci beaucoup cher Raphaël, merci au jury. C'est donc un doublé pour l'IUT de Créteil-Vitry cette année. Et puis c'est une cérémonie 100% podium féminin cette année. Et puis c'est aussi un motif de réjouissance. Voilà, donc dans ce monde qui peut apporter de l'anxiété, eh bien, il y a aussi quelques motifs de réjouissance et il me semble que la qualité des revues de presse qu'on a partagées et que vous avez analysées, cher jury, aujourd'hui, l'engagement des jeunes candidates et candidats qui ont participé à cette édition du concours témoigne qu'il y a quelques raisons d'espérer dans la nature humaine et en tout cas dans la recherche de recul, d'esprit critique et de devenir des citoyennes et des citoyens éclairés. Eh bien, nous arrivons au terme de cette cérémonie de clôture de l'édition 2024 du concours national d'esprit critique. Merci beaucoup. 700 revues de presse reçues cette année. Un travail dont la qualité a été saluée. Merci, cher jury. Et à nouveau, je veux rendre hommage aux enseignants, aux éducateurs qui vous ont accompagnés, chers lycéens, chères lycéennes, chers étudiants, chères étudiantes. Et puis, nous voulons aussi remercier de tout cœur nos partenaires essentiels pour la réussite de cette initiative. Ce concours 2024 a bénéficié du patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO, également du soutien de la Fondation de France et du CFC, le Centre français de la copie, de l'appui et de la centrale pédagogique des IUT, de l'AEC IUT, de la librairie scolaire EMS, de Retro News, de la Bibliothèque nationale de France, de DigiSchool, de Biblio On Demand, et enfin de la participation du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui est en charge de l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif français depuis plus de 40 ans. Et nous avons justement l'honneur et la chance d'avoir avec nous Séverine Poncet-Olivier. Vous étiez journaliste, vous êtes représentante du CLEMI et on a le plaisir de vous recevoir en qualité de grand témoin de cette finale 2024, cette cérémonie de clôture.
Et donc, c'est à vous que j'aimerais confier un mot de conclusion. Peut-être 3 mots, parce que j'aimerais bien vous poser, chère Séverine, 3 questions. Peut-être la première, quel est votre regard sur cette initiative pédagogique d'éducation aux médias et à l'information que constitue ce concours proposé par la Fondation Voltaire avec Bima Média? Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, je représente le CLEMI, qui est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et qui s'occupe en effet en partie d'accompagner les enseignants, les enseignantes, le personnel éducatif d'ailleurs en général, hein, à s'emparer de l'éducation aux médias et à l'information dans leur pratique au quotidien, dans les classes. Et je pense que du coup, ce concours national d'esprit critique, il sert bien cette ambition qui est la nôtre en EMI, qui est d'engager les jeunes à s'informer de façon active, à prendre le temps, on en a parlé, de poser leur regard à eux sur une actualité qui est souvent complexe. Du coup, à identifier des points de vue, on l'a dit aussi, et puis surtout à comprendre ce que peut être la nuance, qui est un élément essentiel pour nous. Et par là, en fait, ils vont être amenés à comprendre essentiellement la richesse et l'importance du travail des journalistes qui nous informent évidemment, mais qui sont pour nous les premiers remparts contre les manipulations d'informations dont on a pu parler. Merci beaucoup, chère Séverine. Si j'avais une deuxième question, vous avez entendu les membres de notre jury, les raisons pour lesquelles ils ont fait ce choix, cette sélection des revues de presse, les qualités intrinsèques qu'ils ont relevées dans ces revues de presse. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement dans ce que vous avez entendu des revues de presse qui ont été lauréates, qui ont été décrites par le jury? Alors, j'ai effectivement lu plusieurs revues de presse et c'était un exercice très original qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui, du coup, j'ai regardé ça avec beaucoup de curiosité. Notamment en cette année 2024, on a parlé du thème qui était tout à fait de circonstance. Moi, ce qui m'a étonnée en fait dans les revues de presse, c'était surtout de voir à quel point elles exploraient beaucoup, pour un grand nombre d'entre elles, un monde géographiquement lointain. C'était pas auto-centré en fait sur des questionnements très personnels. On était beaucoup sur de l'actu internationale, mais finalement ça interroge des enjeux très propres à la jeunesse, qui sont la liberté, l'égalité, l'équité, la justice. Et c'est très rafraîchissant et plein d'espoir de voir ça. Je trouve aussi intéressant dans cet exercice, j'ai constaté en lisant, c'est qu'en fait, ça oblige ces jeunes à aller chercher et creuser une info dans des médias que peut-être ils n'auraient jamais eu l'idée d'aller lire spontanément quand ils sont sur leur téléphone, quand ils s'informent. Et puis, il y a aussi ce que cet exercice de la revue de presse leur permet d'aller chercher, c'est-à-dire et pour nous de voir. C'est des sujets qui passent un peu parfois sous les radars. Je retiens des sujets comme l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il y avait toute une revue de presse sur les casques bleus, les mutations écologiques des villes, et puis les violations des droits des hommes et des femmes aux 4 coins du monde. Donc voilà, cet exercice qui permet de voir un sujet sous tous les angles, on l'a dit, et puis on l'a dit aussi, des angles qui parfois peuvent déranger, qui peuvent parfois plaire, ou qui peuvent parfois ne pas être en accord avec nos convictions. Et c'est en allant fouiller tous ces aspects qu'on se construit une culture générale, on en a parlé beaucoup, mais j'insiste aussi là-dessus, cette culture générale qui va nous rendre ces jeunes capables de faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de l'information. Merci, chère Séverine. Alors, culture générale, effectivement, on en a parlé, aussi le rôle de la maîtrise de l'expression en langue française. Si vous aviez un vœu pour 2025, un conseil pour les participants et pour les enseignants qui les ont accompagnés, qu'est-ce que vous diriez à nos candidats, à nos candidates et à leurs enseignants? Alors, c'est une démarche d'enseignement qui est assez particulière, d'engager des élèves dans un dispositif comme ça, qui va prendre du temps, aller regarder des informations. C'est hors programme et on sait le temps et l'implication que ça exige pour un enseignant de se lancer dans une action comme ça, quand on est dans un temps contraint par des injonctions
diverses et variées, mais quand nous, on rencontre les enseignants et les enseignantes qui prennent du temps, enfin, je ne vais pas dire qu'ils prennent du temps, mais qui s'engagent dans ce genre de dispositif, ils nous disent en fait à quel point ce temps qu'est accordé à l'EMI, il est essentiel, il est fondamental pour guider, aider les élèves à se construire des repères sur ce sujet de l'information, parce que des jeunes ne sont pas souvent capables de se construire des repères seuls, de comprendre. On parlait de professionnels de l'information, de médias reconnus, de sources fiables, mais ça, c'est pas inné. Ça s'apprend et accompagner les élèves dans cet apprentissage, c'est vraiment du temps gagné pour la suite et puis surtout dans la construction de la citoyenneté et des responsabilités que ces jeunes seront amenés à prendre ou sont déjà amenés à prendre d'ailleurs en votant pour certains d'entre eux. Donc, eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est pas du temps perdu. Une belle conclusion pour cette cérémonie de clôture 2024 du concours national d'esprit critique. Merci, chère Séverine Poncet-Olivier, représentante du Clémy. Merci à l'ensemble de notre jury. Merci également à toute l'équipe mobilisée pour l'organisation de ce concours aux côtés de Valérian et moi-même depuis plusieurs mois. C'était vraiment un plaisir de travailler ensemble pour cette initiative pédagogique. Et voilà, on rend hommage au travail et à l'implication de notre jury. Encore une fois, merci. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la 3e édition l'année prochaine avec un nouveau thème qui vous sera révélé en septembre. Et d'ici là, eh bien, nous souhaitons une bonne fin d'année à toutes et tous. Et merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Encore bravo aux lauréates, puisqu'il s'agit d'un podium 100% féminin cette année, aux lauréates qui ont été récompensées par cette édition 2024. Au revoir.